Suite à ce qu'on a vu la séance précédente concernant l'argumentation humaniste et l'argumentation persuasive, aujourd'hui, on va terminer les deux autres stratégies qui nous restent, à savoir l'argumentation sarcastique et l'argumentation satirique. C'est ce qu'on va expliquer jusqu'à ce que vous compreniez de quoi il s'agit. D'accord? Bien. Donc, c'est toujours une entrée thématique, à savoir l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire la suppression. On va la supprimer, selon Victor Hugo. Donc, l'abolition de la condamnation à mort. Argumentation sarcastique. C'est quoi le sarcasme? Le sarcasme, c'est le fait de se moquer. C'est l'ironie, mais c'est une ironie mordante. C'est une ironie piquante. C'est une ironie, entre guillemets, violente. D'accord? C'est le sarcasme. Donc, lisons les énoncés suivantes pour qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire une argumentation sarcastique. Bon. Raisonnement par réfutation. C'est parmi les moyens qui sont employés dans ce sens, c'est-à-dire dans une argumentation sarcastique. Donc, on va voir ici le début du chapitre 39, d'accord, du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, paru en 1829, d'accord. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce que donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Bon, pourquoi j'ai fait cette citation en 2 couleurs? Pour distinguer les paroles de ceux qui disent que la condamnation à mort n'est rien, que c'est une fin douce, c'est-à-dire les autres qui croient que la condamnation à mort et c'est une mort bien simplifiée. Donc, ils disent que, c'est-à-dire les autres, il va les répondre maintenant. Et qu'est-ce que donc cette agonie? Agoniser, l'agonie, ce sont les derniers moments avant la mort. C'est ça l'agonie. D'accord? Bon. Qu'est-ce que cette agonie de 6 semaines? Les 6 semaines qu'il a passées à Bicêtre en attendant le pourvoi. En attendant la réponse à son pourvoi. Donc, il doit attendre parce que pour donner une réponse au pourvoi, le condamné à mort, il doit attendre 6 semaines. C'est ce qu'il a passé à Bicêtre. D'accord? Donc, 6 semaines qu'il a passé à Bicêtre et ce râle de tout un jour. Le jour, ce râle de tout un jour, c'est le dernier jour du condamné. D'accord? C'est là où on l'a déplacé de Bicêtre vers la conciergerie à 7h30 du matin. Elle a fait 1 heure pour arriver à la conciergerie, c'est-à-dire elle est arrivée à la conciergerie à 8h30 du matin. Ça fait 1 heure. Et elle a passé la journée à Bicêtre pour le transporter à 15h, c'est-à-dire 3h du soir, vers l'hôtel de ville où il va rester jusqu'à 4h, sur lequel se termine l'histoire. D'accord? Donc là, je suis seulement en train d'expliquer ces 6 semaines qu'il a passées à Bicêtre, le râle d'un jour qu'il a passé à la conciergerie et à l'hôtel de ville. D'accord? Très bien. Donc, je passe. Les mots que j'ai soulignés, donc fin douce et mort simplifiée, ils sont les mots ou bien les pensées des autres qui ne prennent pas en considération ces souffrances atroces du condamné à mort et qu'ils disent que c'est une fin douce. Il ne l'est pas puisque tout le roman, il est en train de nous raconter ses souffrances, de nous raconter ses douleurs, de nous raconter ses obsessions, etc. Ses angoisses aussi. Bon, ici, agonie et râle pour répondre à ceux qui disent que ce n'est rien. D'accord? Sur quoi ils se sont basés pour donner ce jugement? Sur quelle réalité? Est-ce qu'ils ont déjà vécu cette expérience de la mise à mort? Non. Donc, sur quoi ils se sont fondés, selon le narrateur, pour qu'ils puissent dire un tel jugement? D'accord? Par le biais aussi, donc on a vu la réfutation. Elle réfute, c'est-à-dire elle est contre les idées des autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en train de vivre l'expérience. Ce n'est pas eux. Deuxièmement, à travers les questions oratoires, elle est en train de glisser ces messages d'une argumentation sarcastique.
Donc, qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Question. Question oratoire. Ça veut dire quoi une question oratoire? C'est une question rhétorique. C'est-à-dire que le narrateur ici, il ne pose pas une question pour avoir une réponse. Il sait d'avance la réponse. Mais il est en train de se moquer, de tourner en dérision ces gens qui sont en train de penser comme si. C'est-à-dire, ils donnent des jugements sans fondement, sans base, sans expérience. Ils sont en train seulement de dire, ils disent que. Alors, pour lui, avant de dire, il faut d'abord se fonder sur quelque chose de concret. Et puis, on ne souffre pas, on sont-ils sûrs? Quel est leur hardi? C'est une question oratoire aussi qui vise à se moquer, qui disent à dénoncer les travers de toute une société qui croit ainsi. Bien, donc ce sont des questions oratoires. On a ici 3 questions. J'ai dit encore une autre fois qu'ils ne sont pas besoin d'une réponse parce que le narrateur, il sait la réponse d'avance. C'est une manière de se moquer. C'est se moquer d'une manière ironique, mordante. C'est le sarcasme. L'ironie. L'ironie aussi. Là, c'est quand on dit l'ironie, on dit l'antiphrase. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même définition. C'est dire le contraire de ce qui est pensé. C'est et la définition de l'ironie et la définition de l'antiphrase. Je lis le premier énoncé. Content que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'il ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal? Là, tout ce qui est écrit en rouge, il exprime l'ironie. D'accord? Une tête coupée soit dressée sanglante. Est-ce qu'une tête coupée peut s'adresser à quelqu'un et lui parler? C'est le sarcasme. D'accord? C'est une ironie piquante pour secouer un peu la réflexion du récepteur ou bien de l'interlocuteur. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé » Est-ce que les morts peuvent venir pour leur expliquer? C'est le sarcasme. C'est une ironie choquante. Bien. Je passe à l'autre énoncé. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. Il se moque. Il tourne en dérision la mécanique. La mécanique, c'est la guillotine, c'est la mise à mort. Elle est bonne. Est-ce qu'il y a une mécanique qui est bonne? Jamais. Elle est terrible, elle est atroce. Et là, il dit le contraire de ce qu'il pense. C'est-à-dire le contraire de la logique. Bien. On passe maintenant à la concession. Concession, c'est une figure de pensée qui consiste à admettre le point de vue de l'autre pour le rejeter, pour le réfuter par la suite. D'accord? Je vous donne un exemple. Tu veux partir avec moi? Situation de communication. Oui, je veux bien, mais je ne peux pas car je n'ai pas un moyen de transport personnel. Je veux bien, mais en fin de compte, est-ce que je vais partir? Non, c'est la concession. Donc, je dis oui d'abord. J'admets l'idée de mon adversaire pour la rejeter par la suite, pour la réfuter par la suite, pour être contre par la suite de ce que j'ai déjà admis au début de la phrase. Donc, c'est ce qu'on va voir ici maintenant dans la concession. C'est une opposition partielle, si vous voulez, mais là, il est employé dans une finalité ironique, sarcastique. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur. Horreur, ici, il exprime la concession. Pourquoi? Parce que cette horreur, il est contre tout ce qui est dit dans l'énoncé. Se sont-ils jamais mis? C'est une question qu'il est en train de poser, mais où il n'y a pas un point d'interrogation. Il y a des points d'exclamation. Donc le début, c'est une inversion de sujet.
C'est-à-dire on s'attend à une question. Mais là, la question, il n'est pas là. Il y a 3 points de suspension. C'est au lecteur de réfléchir. C'est au lecteur d'être, lui aussi, le lecteur, d'être un personnage qui va agir dans le texte. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un roman à thèse, c'est un roman de réflexion. Bon, horreur, c'est un mot qui vient s'opposer à tout ce qui est dit au début de l'énoncé, ce qui exprime la concession. Une synthèse, une petite synthèse et aussi une petite explication que vous pouvez garder pour savoir qu'est-ce que ça veut dire une argumentation sarcastique. Ça vient du sarcasme. Qu'est-ce que le sarcasme? C'est une ironie piquante et mordante. C'est ça le sarcasme. C'est une ironie, mais il est poussé un peu vers le choquant, vers le piquant et vers la moquerie. La moquerie qui est mordante, qui est un peu violente. Donc le sarcasme est une ironie piquante, mordante, qui vise à dévaloriser, voire à insulter. Vous avez voir ici avec « e », ce n'est pas le verbe « voir », mais « voir », c'est-à-dire « et même », il peut avoir une fonction d'insulte, insulter quelqu'un. C'est une grande dévalorisation qu'on peut exprimer à travers le sarcasme. Le narrateur se moque des autres. Quand on dit des autres, on peut se référer à la séance précédente de lecture, c'est-à-dire à la foule, qui sont des spectateurs qui viennent assister à un spectacle. Les autres, ça fait contenir la vieille dame qui a dit « j'aime cela », c'est-à-dire elle aime voir la guillotine. Pour cette frioche qu'elle a rencontrée dans le rez-de-chaussée de la conciergerie, dans une petite cellule, petite chambre, dans la conciergerie, le frioche aussi, c'est parmi les autres qui peuvent être ici dans une description dévalorisante. D'abord, frioche, c'est un langage argotique pour dire un autre condamné à mort qu'il a rencontré à la conciergerie. Ce deuxième condamné à mort, je parle du chapitre 23, là où il y a une double narration, la narration du condamné à mort, le personnage principal de notre texte, de notre livre, et le frioche qui est un deuxième condamné à mort qui est venu à la conciergerie pour partir à Bicêtre, pour qu'il attende lui aussi 6 semaines pour la réponse du pourvoi. Donc ici, le frioche aussi fait partie des autres qui sont dévalorisés. La foule, les hommes de la justice, tout cela, il peut être, le narrateur, le condamné à mort, il est en train de se moquer de ce type de gens pour dénoncer, comme on a dit, les travers d'une société, société que ce soit française ou autre, selon lui. Donc, le narrateur se moque des autres, de leur hypocrisie, leur indifférence et leur insouciance envers les souffrances d'un condamné à mort. Une manière de les secouer, de secouer ceux qui disent que ce n'est rien, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon, elle est simplifiée. Bon, elle est en train de se moquer d'eux, d'une manière sarcastique. Une manière de les secouer, de les inviter à se mettre à la place de qui? À sa place, c'est-à-dire la place du condamné à mort, dans le but d'abolir la mise à mort. Elle a toujours le même but. C'est-à-dire comme si ces techniques d'argumentation, ils convergent vers l'abolition de la peine de mort, vers la suppression, supprimer la peine de mort. Bon, on passe maintenant à l'argumentation satirique. Donc, dans le sarcasme, on a vu aussi 3. Rappelez-vous des 3. D'accord? Dans l'argumentation satirique, on a vu l'ironie, les questions oratoires et maintenant la description dévalorisante. C'est une 3e idée de l'argumentation. Mais là, c'est l'argumentation satirique, pardon. L'argumentation satirique, c'est-à-dire on est dans un autre niveau du sarcasme, c'est la satire. Ça veut dire quoi, satire? La satire, c'est le contraire de l'éloge. Alors, quand je vais faire ta satire en tant qu'élève, ou en tant
autre, en tant que récepteur, je fais la satire de cette personne, c'est-à-dire je suis en train de dévoiler ses défauts. D'accord? Je suis dans le domaine des inconvénients, des éléments négatifs. Lorsque je suis dans l'éloge, je suis dans ce qui est positif, ce qui est qualité, ce qui est avantage. Là, je suis dans l'éloge. La satire, c'est le contraire. C'est-à-dire maintenant, quand on va dire l'abolition de la peine de mort, c'est toujours une entrée thématique. Je parle à travers l'argumentation satirique, je suis en train de faire la satire, c'est-à-dire je suis en train de faire une argumentation satirique. Satirique, ça veut dire quoi? Si on parle du sarcasme, c'est-à-dire qu'il peut même signifier la capacité d'insulter quelqu'un sans qu'il se rende compte. Dans la satire, on est en train de dévoiler les défauts d'une société, les défauts d'une pensée, les défauts d'une idée, les défauts d'une thèse, etc. Donc ici, abolition de la peine de mort à travers l'argumentation satirique. La satire, c'est ce qui reste comme stratégie argumentative. Quatrième. Donc, pour vous rappeler, il y a l'argumentation humaniste, il y a l'argumentation persuasive, il y a l'argumentation sarcastique, et maintenant, on est dans l'argumentation satirique. C'est la quatrième. D'accord? Donc, à travers quoi se fait cette argumentation satirique? À travers la description dévalorisante. Je dévalorise en dévoilant les défauts. D'accord? Une nuée de spectateurs. Quand il parle de spectateurs, il parle de la foule. Il n'est pas là pour partager ses sentiments de douleur avec le condamné à mort. Mais il est là pour voir un spectacle. Hein? Elle a le plaisir de partir pour voir le condamné à mort. Donc le condamné à mort n'accomplit plus sa fonction de l'exemple, mais c'est un spectacle. Les gens, la foule, ils partent pour voir un spectacle toute joyeuse. Opposition de sentiments entre le condamné et la foule. C'est pour cela qu'elle la dévalorise. D'accord? Donc une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre, description dévalorisante, sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. C'est une comparaison qui dévalorise ces spectateurs qui viennent comme des corbeaux, ce sont des oiseaux qui rôdent sur les cadavres des morts. C'est comme si le condamné à mort ici, elle s'est comparée à un cadavre, à un mort déjà, parce que lorsqu'on a annoncé le verdict, c'est déjà une mort, une première mort avant cette mort de l'exécution. D'accord? Donc ici, comme des corbeaux autour d'un cadavre, elle a comparé les spectateurs, ceux qui viennent voir le spectacle, c'est-à-dire la foule ou bien les autres, ils viennent comme des corbeaux sur un cadavre. C'est une grande dévalorisation en les comparant à ce type d'oiseaux qui sont maléfiques. Tout plié des spectateurs, donc spectateurs on a déjà expliqué dans le premier énoncé, ça c'est le deuxième, regardez les guillemets, ce sont des citations tirées de votre texte. Tout plié de spectateurs, des marchands de sang humain. Elle a remplacé les spectateurs par des marchands de sang, une périphrase très dévalorisante au niveau des autres, qui ne sont pas sensibles envers les souffrances de ce condamné. Troisième énoncé, les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Regardez ici, j'ai mis en rouge le mot vomi. Le « il » avant le verbe vomir, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie l'hôtel de ville. Il est en train de vomir des gendarmes. Regardez, une description très dévalorisante qui est liée ici à un lieu. Donc j'ai varié, premièrement, la dévalorisation concernant les spectateurs. Ici, la dévalorisation, elle concerne le lieu qui est l'hôtel de ville, qui est lugubre, sinistre. D'accord? Pourquoi pas? Et il ne contient que des condamnés, comme le frioche, comme le condamné, le personnage principal de l'histoire, du récit. Donc, il ne peut être que lugubre. D'accord? Ici, on va passer de la description dévalorisante vers l'avidité des spectateurs.
Ça veut dire quoi être avide, l'avidité des spectateurs? On va la voir ici dans ces extraits, ce sont des avides de sang. Avides de sang. Cette route pavée et murée de visages. Regardez cette image ici. Un muret de visages. Une métaphore hyperbolique. D'accord? Muret des visages humains. Ces spectateurs avides et cruels. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils n'ont plus de sensibilité. Des gens dépourvus de réflexion et de sensibilité d'après le narrateur. Des marchands de sang, donc ici des spectateurs avides et cruels, des marchands de sang qu'on a vu tout à l'heure, humains, criaient à tue-tête, qui veut des places? Ils sont avides de sang. Et les places, on va faire ici la référence à la place de grève. Et là, dans la réponse du narrateur dans le texte, il a dit qui veut la mienne, c'est-à-dire qui veut ma place, sa place, comme étant un condamné à mort, qui cherche à être à sa place. Aussi là, il s'agit de l'ironie, du sarcasme. Bien, là on va parler comme titre, là c'est l'avidité des spectateurs, et là c'est un titre, le sadisme de la foule. Sadisme, c'est un titre normalement, il doit être en gras comme ici, mais c'est pas grave. Le sadisme de la foule, c'est quoi être sadique? C'est le fait de trouver le plaisir en assistant à la souffrance des autres. Hein? C'est un peu très dévalorisant. Voilà, là c'est bien écrit, donc c'est pas une erreur. Je l'ai rectifié dans la page suivante, excusez-moi. Bon, le sadisme des autres. J'ai dit, le sadisme, c'est le fait d'avoir une jouissance, un plaisir envers les souffrances des autres. Bien. Donc, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. » Regardez cette vieille, qu'est-ce qu'il dit? « J'aime. » Il aime quoi? Cela. Cela, ça veut dire la guillotine. Il aime voir la guillotine, l'exécution d'un condamné à mort, que la chaîne, c'est-à-dire que les forçats, que voir les scènes de ceux qui ont des travaux forçats à perpétuité, c'est-à-dire tout le long de leur vie. Chapeau bas, criaient 1000 bouches ensemble, comme pour le roi. Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit aux prêtres, eux les chapeaux, moi la tête. Ça veut dire quoi? Quand ils ont fait tomber leur chapeau bas, ils se moquent en disant « j'ai ri horriblement ». Et j'ai dit au prêtre, il parle avec le prêtre qu'il décrit aussi d'une manière dévalorisante en disant que son discours n'a pas d'âme, c'est-à-dire il ne reflète pas de son cœur, il parle machinalement, ce qui ennuie le condamné. Bon, là, elle a dit, eux les chapeaux, moi la tête. C'est-à-dire, si eux, ils ont fait tomber leur chapeau, lui, c'est sa tête qui va tomber. Donc ici, pour leur rappeler la scène de la guillotine, de l'exécution sur la place de grève, la fameuse place. D'accord? L'énoncé suivant, l'horrible peuple qui aboie, qui m'attend et rit. Ici, le sadisme, il se trouve où? C'est le fait de rire. Hein? L'horrible peuple qui aboie. Il l'a comparé à un chien. Pourquoi? Parce qu'il crie. Qui m'attend, et le cri du chien, il est désagréable. Justement comme le cri de la foule. C'est pas un bruit qu'on aime entendre. Qui m'attend et rit. Et aussi quand le chien aboie, c'est-à-dire qu'elle a vu quelque chose de mal. C'est comme la foule, elle est en train de voir le condamné. C'est un être maléfique pour eux. Hein? Qui m'attend, il attend la cérémonie qui va commencer, c'est-à-dire la guillotine, le fait de lui séparer la tête du corps, et rit. Ça, c'est le sadisme. Comment peut-on rire devant une telle scène? C'est la question. Donc là, ça répond au sadisme de la foule. Elle est sadique. Hein? Bien.
La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. Bon, la joie ici, elle est en train d'augmenter la gradation. On peut jouer la gradation, on peut jouer aussi sur la répétition, plus, dans la même phrase. Donc, il s'agit d'une répétition et non pas d'une anaphore. Parce que l'anaphore, c'est une répétition au début des phrases ou bien des vers de poèmes. La répétition, c'est la répétition des mots au sein de la même phrase, du même énoncé. Bien. La populace riait. Populace, c'est une dévalorisation du peuple. Donc, le peuple, je parle d'une manière normale. Quand je dis populace, je suis en train de la dévaloriser. Pourquoi? Parce qu'il est en train de... Regardez ici. Là, l'horrible peuple qui aboie et qui m'attend et rit. La populace riait. Regardez l'imparfait. L'imparfait, il a deux valeurs. Une valeur répétitive et une valeur durative. Là, il peut occuper les deux fonctions. C'est-à-dire, c'est une populace puisqu'il est en train de jouir, d'avoir le plaisir en assistant à une telle scène horrible et affreuse qui est la guillotine ou bien l'exécution du condamné sur la place du grève. Très bien. Donc là, on va récapituler ensemble en parlant de la satire. Je vous ai déjà expliqué. C'est le fait de dévoiler les défauts, les vices d'une société, d'une personne, d'une idée, etc. À travers cette satire, elle est en train de dénoncer les travers de la société en complicité avec le lecteur. Et là, on peut parler aussi de l'ironie et du sarcasme. Donc, vous voyez, ils sont imbriqués les uns aux autres. Ces raisonnements, ils ne sont pas, chaque raisonnement, il est à part entière, non. Ils se sont imbriqués, ils convergent pour qu'ils puissent accomplir la même fonction, celle de l'abolition de la peine de mort, qui est l'entrée de notre étude de texte. Donc, je vous propose, chers élèves du Maroc entier, de la première année bac, je vous propose un prolongement à faire à la maison suite à ces deux leçons. D'après ces techniques de l'argumentation, à savoir l'argumentation humaniste, persuasive, sarcastique et satirique, ces arguments, quand je parle d'un argument, s'il vous plaît, je parle, une idée correspond à un argument, pour que ça soit très simple dans votre esprit et pour qu'il vous encourage à écrire. Une idée correspond à un argument. C'est clair? Donc ici, ces arguments vous paraissent-ils convaincants? Est-ce que vraiment, quand vous avez lu cette œuvre, quand vous avez vu les différentes stratégies argumentatives, est-ce que vous pensez à abolir la peine de mort? Est-ce que vraiment, je vais vous donner d'autres questions pour qu'il vous facilite le champ de vision pour qu'il soit plus vaste? Est-ce que Victor Hugo il a employé vraiment des arguments logiques? Ou bien il s'est fondé seulement sur des arguments émotionnels? Est-ce que ces arguments émotionnels sont aptes à changer le point de vue du lecteur, du récepteur, pour qu'il puisse adhérer au point de vue du Victor Hugo? Point d'interrogation. Donc, en vous basant sur des arguments logiques, essayez de faire une réflexion. N'oubliez pas que c'est un roman à thèse, c'est un roman de réflexion. Vous aussi, vous faites partie du texte. Vous aussi, vous êtes des acteurs qui vont agir dans le texte pour ne présenter leur point de vue. Lorsque je dis « donnez votre point de vue », c'est choisir une position et l'argumenter. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne santé.